aujourd'hui, nous continuons nos conversations autour de la relation que nous entretenons avec notre être psychique ou notre être intérieur. Et aujourd'hui, nous recevons Paul Vincent. Bonjour Paul. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour cette conversation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quelle est ta relation avec cette guidance intérieure que Mère et Pour cela, il va falloir remonter dans le temps. Mm-hmm. Mais mon premier éveil, si je puis dire, c'est avant l'âge de 10 ans. D'accord. C'est une expérience que je n'expliquais pas à l'époque, mais c'est une expérience très forte qui m'a fait découvrir quelque chose d'inconnu. Faut dire que j'habitais dans un milieu de la campagne, d'un milieu dont la spiritualité et la religion n'existaient pas. Ok. Mes parents, c'était des ouvriers, voilà. Mais il y a des expériences qui sont venues comme un flash. Je explique. Je me retrouvais un soir sur le bord de la mer à regarder le ciel, un ciel sombre, un peu de la couleur comme ça, tu vois, où il y avait des milliers de gens qui étaient dehors en train de regarder dans le ciel. Okay. Et dans le ciel, il y avait quelque chose d'écrit en lettres en or. Je ne sais pas lire ce qu'il y avait écrit. Ce que je sais, c'est que je ressentais et que tous les gens autour de moi ressentaient. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les personnes autour de toi ont vécu la même expérience? Ça veut dire que c'est des milliers de gens qui ont perçu l'expérience. Ok. C'est pas des gens que je connaissais. Mm-hmm. C'est du monde, c'est beaucoup de monde. Ok. Et ils regardaient vers le ciel et ils regardaient ces lettres en or. Et ce qu'il en est apparu, la perception que j'en ai eue, c'est ça y est, le divin est venu sur terre. Ok. Ça a été une expérience pour moi qui a... Alors, tu avais quelques notions de ce que tu appelles le divin auparavant ou... Non. Non. Mais tu as, à l'occasion... C'est la perception, si tu veux, c'est l'interprétation que j'ai fait après. Sur le moment, c'était quelque chose... Et j'ai senti mon corps depuis le bas, depuis les jambes, les pieds qui montaient, quelque chose qui montait comme une extase. Ok. J'avais jamais ressenti ça dans ma vie. Alors, tu peux dire que c'est ta première véritable expérience? Tu pourrais c'est une telle expérience que j'étais toujours là. Ok. Tu vois, ça, chaque fois, ça te donne la chair de poule à chaque fois. Oui. Mm-hmm. Elle était très forte. Par la suite, il y a eu d'autres expériences. Mm-hmm. Je me retrouvais, je devais avoir 12, 13 ans, 14 ans peut-être, 13 ans, à l'école primaire de mon village, où l'instituteur nous parlait d'un philosophe grec qui était prisonnier des Romains. Oui. Et ce philosophe, les Romains se servaient de ce philosophe pour demander à la population grecque de se calmer, d'arrêter. Sinon, il y aura des sévices. Et le professeur continuait, l'instituteur continuait cette conversation en expliquant que le philosophe a répondu « Oui, vous pouvez faire souffrir mon corps, mais jamais vous aurez mon âme. » Ça a déclenché encore quelque chose en moi. J'ai mis 3 jours pour atterrir. Donc on pourrait dire que c'était encore plus fort que la première expérience? Oui, et là j'ai senti qu'effectivement en moi il y avait quelque chose, oui, qui confirmait ce que j'avais senti avant, qu'il y avait en moi quelque chose qui était là, qui était en éveil. Je m'appelais Pierre, Jacques ou Paul. Je suis né là, maintenant, ou demain, ou hier. C'est pareil. De toute façon, cet être intérieur, ce moi intérieur, est éternel, immortel. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est les premières fois où tu as été en contact véritablement avec ce que Mère Eshkaumindo appelle l'être intérieur ou c'est effectivement ce que je
peux dire aujourd'hui clairement. C'est pour ça que j'ai accepté de te rencontrer, parce que c'est une expérience qui était tellement profonde qu'elle m'a marqué pour le reste de ma vie. Tu vois, peu de temps après, pendant ce temps-là d'ailleurs, j'habitais chez mon parrain, parce que j'avais été placé à l'assistance publique. Et cet homme est devenu mon parrain parce que j'ai décidé de comprendre ce que c'était que la religion. Lui, il était un mystique. Il s'est passé des expériences avec lui, il y en a deux. Une qui m'a affecté directement, c'est cet homme avait ce qu'on appelle les stigmates. D'accord. Il était stigmatisé. Et un jour, j'entends qu'on m'appelle. Hein. J'étais dans ma chambre en bas. J'entends qu'on m'appelle. J'entends mon nom. Je suis monté en haut parce que je savais quelque part que ça venait de lui. Et là, je l'ai trouvé par terre dans le salon, dans un état comateux, avec les mains en sang, du sang sur le là, et puis sa chemise était souillée de sang aussi. Alors, ça c'est une expérience qui pour moi, parce que je n'étais pas préparé à ça. Ça a été une expérience profonde qui m'a mis sur une voie de la recherche spirituelle. Alors effectivement, mon parrain était un mystique chrétien, mais ça n'empêche qu'il m'a ouvert la voie. Et peu de temps après, peut-être en 1970 je crois, un jour pareil, il tombe malade, je ne le vois pas pendant 3 jours. Et moi j'avais une relation très particulière avec lui. Il me parlait beaucoup de choses qui lui arrivaient, de choses qui... Tu vois. Et j'arrive à le faire parler au 3e jour, je le rencontre, il sort de sa chambre, je lui parle et je le fais parler. C'était un peu comme... J'étais un peu comme ça de près, curieux d'entendre Mère. Moi, j'étais curieux de l'entendre lui parce que je savais qu'il avait quelque chose à dire. Et il m'a dit, j'ai eu une vision, j'ai vu une ville ronde avec une colonne de lumière blanche au milieu. Et il y a une dame qui est venue me rencontrer avec une longue robe blanche. Elle m'a fait visiter. Elle m'a dit, tu vois ça, c'est la ville du futur. C'est la nouvelle Jérusalem qu'il l'appelait, c'est-à-dire la nouvelle ville de la paix, dans son langage judéo-chrétien, si tu veux. Et en sortant de la ville, elle l'accompagne, puis il rencontre autour de la ville une sorte de nuage visqueux, noirâtre, tu vois, qui collait à la peau. Et il demande à la dame, mais c'est quoi ça? Ça, c'est la résistance du monde au futur qui arrive. Hein. Tu vois. Et cette vision, il me l'a racontée. C'est rentré là, gardé en mémoire. J'avais aucune, comment dire, aucun moyen de savoir s'il existait sur la Terre une ville comme ça. Et puis tu avais une vingtaine d'années à l'époque. Pardon? Tu avais une vingtaine d'années à l'époque, non? J'avais, en 70, j'avais 19 ans. Oui, c'est ça. J'étais, contrairement à beaucoup de jeunes, j'étais un garçon qui était assez renfermé sur moi-même, sur les recherches spirituelles, les livres, tu vois. Ce n'est que quand je suis arrivé 2 ans plus tard, quand je suis arrivé à Auroville, que j'ai compris. Tu as fait la connexion. Bah oui. J'ai compris qu'elle est et c'est pour ça que en 72, je suis resté pour continuer cette expérience, cette recherche. Mère avait des projets pour moi. J'ai rencontré Mère alors que personne ne pouvait la rencontrer. En dehors des... Comment on appelle? Des darshan. Non, en dehors des anniversaires. Des anniversaires. C'est en 72, il ne faut pas oublier. Je suis arrivé ici en plein mois d'avril, fin avril 72. Tu vois? Aujourd'hui, il fait chaud dehors, mais à l'époque, c'était encore pire. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien ici, c'était un désert. Et
mère avait un destin pour moi. J'ai toujours su dans ma vie qu'il y avait quelque chose qui m'attendait, un destin, quelque chose à accomplir, quelque chose à faire. Voilà. D'accord, donc on peut dire que depuis très tôt, hein, depuis tes premières expériences, ça a été une succession d'expériences pour arriver où tu en es aujourd'hui. Alors j'ai eu d'autres expériences après. Un jour, ça fait quoi? Ça fait 30, 40 ans, à peine 40 ans. J'ai eu une autre expérience où je me suis retrouvé, j'étais dans mon lit le soir, comme c'est la nuit, et tout d'un coup mon corps s'est raidi, complètement raidi. Et je sentais que c'est comme si j'étais dans un câble électrique. Tu vois, un câble électrique, la tension passait, haute tension, je ne pouvais plus bouger. J'étais complètement paralysé. Tu vois, et ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. C'est une autre expérience physique, celle-là. Pas de la tête, c'est physique. Je comprends, je comprends. Qui m'a confirmé. Alors, aujourd'hui, dans ton quotidien, dans ta vie quotidienne de tous les jours, comment tu pourrais nous expliquer quelle est ta relation avec cet être intérieur? Comment ça se déroule? C'est toujours là, si tu veux. Mais c'est toujours pareil que tu descends dans la matière. Mère m'a fait descendre dans la matière. J'étais trop dans la rêver, les rêves, tu vois, les visions du futur, tout ça, j'étais trop là-dedans. Et mère m'a dit, tu vas descendre. C'est la matière que ça se passe. C'est là, en bas. C'est pas... Ok. Tu vois. Alors qu'au départ, j'étais venu en Inde pour aller dans un ashram. Pas l'ashram Sri Aurobindo, je ne connaissais pas. Mais l'ashram de Paramanasa Yogananda, dans le nord. J'étais intéressé par son yoga. Mais quand je suis arrivé là, c'est une autre expérience qui m'est arrivée là. Quand je suis arrivé devant la porte, j'avais le droit d'aller, j'avais la permission de la maison mère de résider dans cet ashram. Mais quand je suis arrivé, je ne suis même pas entré sur... De l'escalier d'entrée, il y a un homme qui est sorti en robe orange, avec un bouclier de perles. Je me suis dit, non, je suis sorti de la religion chrétienne. C'est pas pour entrer dans la religion indienne. La religion ne m'intéresse plus. Alors, cette voix qui t'a fait dire non à l'intérieur de toi, faire tout, comment tu pourrais l'expliquer aujourd'hui? Je ne peux pas l'expliquer, je sais que c'était un non. Non, va-t'en. Ok. Va-t'en, c'est pas pour toi. Il y a encore ce genre d'expérience où tu sais qu'il y a une forte pression ou tendance à te faire aller dans un endroit ou en autre. Qui m'a guidé, oui, il y a une fois, depuis longtemps. T'imagines un garçon du Périgord, de la Dordogne, qui n'a jamais fait des grandes écoles, aucune école. Il a fait le collège d'enseignement technique pour apprendre le métier de menuisier. Mais qui n'a jamais sorti seul plus de 300 km. Jamais. Jamais voyagé. Il ne parlait pas anglais, ce garçon-là, tu vois. Il était relativement inculte. Je veux dire inculte dans la société humaine. Hein, oui, je comprends. Et puis il se retrouve... je travaillais à l'époque. Je gagnais un salaire. J'avais un bon salaire. Prends un billet. Je vais en Inde. Je pars en Inde parce que pour moi, mon futur, c'est en Inde. Ça, je le sentais très fort, tu vois. J'ai donc pris le billet, je suis parti. Avec les bagages, billet sans retour. Je suis arrivé à Madras, j'étais dans un état, je ne te dis pas. Je ne pouvais pas manger la nourriture indienne, c'est tellement épicé. Et 3 jours de train en express qu'ils appelaient, à vapeur, tu vois. J'ai pratiquement pas dormi. Mais je me retrouve dans un état qui permettait de recevoir. J'ai contacté des gens dans le train, à travers des... J'avais un dictionnaire, je faisais des mots pour communiquer avec les gens, tu vois. Et je me suis retrouvé à Madras, je n'avais plus un rond pour continuer. Rien, plus un centime. Il y a un bonhomme qui est sorti des rondes, habillé en uniforme blanc de la marine, et il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je vais à Pondichéry, mais c'est pas un problème, je vous achète un billet. Et hop. Et je me retrouve dans le train pour toute la nuit pour arriver à Pondichéry.
J'arrive à Pont-de-Chiré-la-Gare. Il y a un rickshaw qui vient, prend mes valises et hop, et m'emmène devant l'ashram. J'ai encore un ashram. Ouais. Je ne connaissais pas. Voilà. Et là, il y a des gens, je retrouve là, tu vois, à 7h30 du matin, dans un état, comme qui dirait une marionnette qu'on a coupé les fils. Voilà, ça y est. Ou qu'on a guidé ici et là. C'est là. Alors, si on revient aujourd'hui à ta vie de tous les jours ici, aujourd'hui, avec toutes ces expériences qui se sont passées dans ta vie, Alors, comment ça se passe ton quotidien aujourd'hui? Alors, pour être honnête, ça s'est dilué dans la matière. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. Ça veut dire que l'action dans laquelle je suis maintenant, que je me bats pour protéger Auroville, m'a mené à des niveaux pour confronter des choses que je n'étais pas du tout préparé au départ pour ça. Ok, mais est-ce que ça veut dire que tu as perdu cette connexion? Non, ou elle est... non, ça veut dire qu'elle est derrière là. Elle est derrière là et elle me guide de temps à autre pour ne pas faire des bêtises, comme on dit. Donc elle est toujours derrière toi ou à l'intérieur de toi à l'intérieur. Pour te guider et te diriger? Oui. Mais bon, si tu veux, faut être honnête avec soi-même, il ne faut pas se faire... je veux dire, c'est dilué. Maintenant, j'ai 73 ans. Ce n'est plus le même feu oui. de l'action que j'avais quand j'avais 16 ans. Moi, j'ai fait mon yoga. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu fais du yoga? Entendons-nous bien, le yoga tel que les gens le conçoivent n'est pas le yoga que je fais. Moi, je fais le yoga du karma yoga, de la matière. Oui. Je ne fais pas des gymnastiques, je ne fais pas de méditation, de prière, tout ça. J'ai rencontré Mère, et j'ai fait ce que j'avais à faire, et Mère m'a guidé pour amener là où je suis. Et c'est un combat que je mène, qui m'emmène à vers des choses, à voir des choses, comment Auroville n'est pas ce qu'on devrait être. Pour moi, c'est clair. Alors, c'est intéressant parce que cette abnégation dans laquelle tu vis, tu n'es pas forcément, comme tu dis, en contact étroit avec cet être intérieur. Non. Tu as dévoué ta vie matérielle à ce combat, à ce que Mère voulait que tu fasses. Et c'est une forme d'offrande, finalement. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Je ne peux pas dire autrement. J'ai été amené de par mon travail. Le premier travail que j'ai fait à Auroville, c'est conduire un atelier de menuiserie. Je suis menuisier, c'est mon métier, à haut modèle. Après, c'est passé. Et c'est de là, de fil en aiguille, que la bagarre avec la SAS a commencé. Je me retrouvais en plein milieu. Paf! Voilà, coincé là-dedans. Et à chaque fois, il fallait que je prenne des décisions. Ces décisions étaient guidées de l'intérieur. J'ai fait des erreurs. On fait tous des erreurs. Oui. Je ne sais pas, je ne peux pas prétendre que je suis complètement en un éveil psychique, de l'aide psychique qui guide tous mes actes. C'est pas vrai. Ça serait je mentir à soi-même. Mais c'est là. C'est là, au moment où ça doit être là, quand c'est nécessaire. Donc, est-ce que tu continues à avoir des expériences de ce genre, de cette nature aujourd'hui? Pas aussi profondes. Il y a des rêves récurrents. Oui. Il y a des rêves récurrents qui viennent constamment. Il y a des rêves qui me disent prépare-toi au départ. Ok. Ces rêves-là m'emmènent où je suis dans une situation, dans un rêve, où je dois prendre mon véhicule pour partir, mon véhicule n'est pas là. Donc... Moi, et c'est pas un rêve, c'est une centaine de rêves dans les dernières années. C'est des signes pour moi qui me disent un jour tu partiras. Et je partirai, j'ai pas peur. Donc le rêve est un excellent moyen de communication aussi entre cette partie intérieure en nous et cette partie ouverte qui vit tous les jours. C'est une bonne connexion, c'est ce qui t'arrive toi. Je me retrouve dans des situations, je suis dans des meetings, des réunions avec des gens. J'ai même rencontré la secrétaire en rêve, où j'ai argumenté devant elle et je me suis aperçu qu'elle était complètement à côté de la plaque. Je lui ai démontré qu'elle était à côté de la plaque. Mais c'est des rêves. Oui, mais les rêves ont une grande signification. Et qui peut dire quel est l'impact d'un rêve aussi, finalement, puisque c'est une dimension différente qui peut aussi avoir une conséquence ou une incidence
sur la vie matérielle. Est-ce que dans ta vie de tous les jours aujourd'hui, tu pourrais dire qu'il y a des pièges ou des trappes, des pièges? Il y a des pièges tous les jours. Pour toi en particulier, est-ce que tu... Il y a des pièges tous les jours. Je peux en trouver dans des situations où il vaut mieux que je les évite. Tu vois, par exemple, j'ai fait un combat pour démontrer qu'il y a des choses qui ont été faites, mal faites, par des Orviens pour qu'en profiter à leurs intérêts personnels. Et le piège dans lequel je suis tombé, c'est de les confronter. Alors, il y a ce genre de piège, mais par rapport à toi-même, des pièges de ta personnalité, des pièges, est-ce qu'il y a des caractéristiques humaines en toi qui t'empêchent ou qui invalident un petit peu cette connexion? Il faudrait que je remonte au temps de mon yoga de jeunesse. J'ai dû combattre des choses en moi. Oui. La vulgarité. D'accord. La violence. Ok. Tu vois, c'est des choses que j'ai été obligé de... Tu vois, quand j'ai été mis à l'assistance publique, j'ai été victime d'une injustice profonde. On s'est retrouvés séparés, la famille divisée, et j'avais un choix à cette époque-là. J'avais deux choix. Soit je me révolte, ce que font beaucoup de jeunes maintenant, parce que c'est injuste. 13 ans se retrouver à la DAS, dans un foyer, alors que j'étais tout le temps en liberté. J'habitais à l'orée d'une forêt, je me promenais partout. Donc soit la révolte, soit le chemin intérieur vers la recherche spirituelle. C'est ce que tu as choisi. C'est ce que j'ai fait. Et pourtant, cette colère ou ce sens de l'injustice est toujours en toi? Et beaucoup moins maintenant, si tu veux. Beaucoup moins, parce que maintenant, j'ai réussi à calmer ces ardeurs de violence. Tu vois, parce que je sais que la violence n'apporte rien. Mais je sais que l'injustice est une chose qu'on doit combattre. Voilà. Ça, c'est une chose qui me guide. Très bien. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour nos auditeurs, un conseil ou quelque chose pour leur propre chemin, quelque chose que tu sais qui a bien marché chez toi? Vivez votre liberté, ne laissez pas vous enturber dans des histoires que vous ne voulez pas. L'éducation, telle qu'on nous l'enseigne, n'est pas le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est la vie intérieure, la recherche de l'être intérieur pour trouver le chemin qui guide vers la vraie liberté. Très bien, Paul. Merci. On termine sur ces paroles. Merci beaucoup. Thank you for listening to this testimonial. If you would like to take part in this project on the inner being, or if you have any questions or comments for our team or participants, please feel free to contact us using the email at the bottom of this web page. This is Orville Radio, Voices from the City of Dawn.